J'étais l'oméga stérile de la meute des bois d'ombre, la monnaie d'échange sans valeur pour un morceau de pain rassis. Ce n'est pas une métaphore. Il y a à peine quelques mois, mon alpha, Corbin, m'a traîné sur la place publique, les poignets liés par des chaînes rouillées qui mordaient en ma peau, et m'a vendu à des marchands d'esclaves. Le prix de ma vie, de mon corps, de mon âme brisée, un seul pain, si dur qu'il aurait pu servir de pierre. J'ai senti le poids du voile de honte qu'ils ont jeté sur mon visage. Un tissu rêche qui sentait la poussière et le désespoir. Autour de moi, le silence de ma meute était plus assourdissant que n'importe quel hurlement. Ils m'ont regardé être emmené, effacé de leur histoire, et personne n'a levé la patte. Ils pensaient tous que la déesse de la lune m'avait abandonné. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle ne faisait que me mettre sur le bon chemin. Un chemin pavé de glace et de sang qui menait tout droit au roi de tous les alphas. Le voyage fut un cauchemar éveillé. Enchaîné à l'arrière d'un chariot, je n'étais rien de plus qu'une marchandise défectueuse, une bouche de moins à nourrir. Le froid s'infiltrait à travers mes haillons, gelant mes larmes sur mes joues. Chaque chaos de la route était une torture, mais une étrange chaleur commençait à naître au creux de mon ventre. Je l'ai d'abord prise pour une fièvre, le début de la faim. C'était une sensation douce, protectrice, un secret que mon corps gardait, sans même que je le comprenne. J'étais seul, dépouillé de tout, même de mon nom. J'étais devenu la stérile, un fardeau dont on s'était débarrassé. Dans ces moments de noirceur absolue, je me suis accroché au souvenir du parfum de ma mère, une odeur de terre humide et d'herbes médicinales, et à ces paroles, « Ta force n'est pas dans ton ventre, Eliane, mais dans ton cœur ». C'était la seule chose que Corbin n'avait pas pu me prendre. Après des semaines qui semblèrent des siècles, nous sommes arrivés à la citadelle du roi Lysandre. Le choc fut si brutal que j'ai cru avoir perdu la raison. J'avais quitté un monde de bois pourri, de faim et de regards haineux pour entrer dans un royaume de pierres blanches polies, de bannières de soie flottant au vent et d'une opulence qui défiait l'imagination. L'air lui-même semblait différent, chargé d'une puissance brute et ancienne. Les gardes qui nous ont escortés étaient des géants. Leurs armures scintillaient, et même les bêtas ici possédaient une aura plus intimidante que celle de mon ancien alpha. On nous a traînés à travers des cours immenses jusqu'aux portes colossales de la salle du trône. En tant qu'esclave voilé, je n'étais qu'une ombre parmi les tribus, une tâche insignifiante dans ce tableau de grandeur écrasante. La peur était une bile amère dans ma gorge. J'étais passé d'une cage à une autre, bien plus grande et bien plus effrayante. La salle du trône était un sanctuaire de pouvoir. Des colonnes de marbre noir s'élevaient jusqu'à un plafond voûté où des constellations étaient là peintes à l'or fin. Et sur un trône sculpté dans ce qui ressemblait à de l'obsidienne pure, il était assis, le roi Lysandre. Son nom était une légende murmurée avec crainte dans toutes les meutes, l'alpha suprême, le guerrier qui avait uni les territoires du Nord par le feu et le sang. Il était encore plus terrifiant que dans les récits. Immense, les épaules larges comme celles d'un ours, des cheveux noirs comme la nuit qui tombèrent sur un visage aux traits durs et parfaits. Son aura était une pression physique, une force qui vous clouait sur place et vous forçait à baisser la tête. Ses yeux, d'un or liquide et perçant, balayaient les tribus avec une indifférence glaciale. Il évaluait les coffres, les fourrures, les autres esclaves, sans qu'une seule émotion ne traverse son masque de souverain impitoyable. J'ai prié la déesse pour qu'il ne me voie pas, pour rester invisible. Puis, il s'est levé. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans le silence tendu de la salle. Il s'est approché de la rangée des offrandes, son regard balayant chaque objet, chaque visage soumis. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Il est passé devant moi, et j'ai retenu mon souffle, pensant avoir échappé à son attention. Mais soudain, il s'est arrêté net, à quelques mètres à peine. Le monde entier a semblé se figer. Il a lentement tourné la tête dans ma direction, non pas vers moi, mais vers l'air qui m'entourait, comme s'il avait senti quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Une odeur a frappé mes sens, si puissante qu'elle a traversé mon voile et mon désespoir. Une fragrance enivrante de pain, d'orage d'hiver et d'acier froid. C'était l'odeur du pouvoir absolu, de la nature sauvage et indomptée. C'était son odeur. Et elle appelait quelque chose en moi, une partie que je croyais morte depuis longtemps. Instinctivement, mon corps a réagi avant même mon esprit. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale.
non pas de froid ou de peur, mais de reconnaissance. C'était un choc électrique, une traction magnétique si intense qu'elle m'a presque fait chanceler. Sous mes haillons, ma peau a commencé à chauffer, et la petite flamme dans mon ventre a semblé danser en réponse à sa présence. C'était insensé. J'étais une oméga brisée, vendue comme du bétail, et il était un roi. Un abîme nous séparait. Pourtant, mon instinct, cette voix primale que des années d'abus avaient tenté de faire taire, hurlait une seule vérité impossible. Compagnon. C'était une sensation terrifiante, une promesse de foyer et de destruction mêlée, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti la présence fantôme de ma louve, remuant faiblement dans les profondeurs de mon être. Attiré par lui, comme une fleur de lune par la nuit, le roi Lysandre a fait un pas vers moi, puis un autre. Tous les gardes se sont tendus, leurs mains sur leurs armes, ne comprenant pas pourquoi leur souverain s'intéressait à la plus misérable des offrandes. D'un geste sec de la main, il a ordonné « Sortez, tous !» Sa voix était un grondement grave qui a fait vibrer les pierres. La salle s'est vidée en un instant, me laissant seul avec le prédateur le plus dangereux du continent. Le silence qui est tombé était plus lourd que n'importe quel cri. Il s'est approché, jusqu'à ce que son ombre me recouvre entièrement. Je pouvais sentir la chaleur irradiante de son corps, entendre sa respiration calme et contrôlée. Puis, avec une lenteur infinie qui a étiré chaque seconde, sa main s'est levée et ses doigts ont effleuré le bord de mon voile. Il l'a soulevé, dévoilant mon visage au grand jour. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux dorés, j'ai vu un choc de reconnaissance pure, mêlé à une incrédulité si profonde qu'elle semblait le fissurer de l'intérieur. Comment une oméga vendue pour du pain, jugée sans valeur par sa propre meute, et le roi Alpha dont le nom seul faisait trembler les royaumes pouvait-il être lié par la déesse elle-même? Et pourquoi le destin nous a-t-il réunis dans la honte et le fer? Avant que je vous raconte ce qui s'est passé quand ses yeux dorés ont scanné mon visage, puis se sont posés sur mon ventre avec une intensité féroce qui a tout changé. N'oubliez pas de commenter ici de quelle meute vous m'écoutez et de vous abonner à la chaîne. J'adore savoir qui est de mon côté. Croyez-moi, vous n'allez pas vouloir manquer le moment où ils ont tous découvert qui j'étais réellement. Ses yeux dorés, semblables à de l'or en fusion, me transperçaient, balayant chaque trace de saleté, chaque cicatrice, chaque once de honte sur mon visage. Il y avait un choc primal dans son regard, une reconnaissance si profonde qu'elle semblait ébranler les fondations mêmes de son âme de roi. Le temps s'est suspendu. Le silence dans la salle du trône était si absolu que je pouvais entendre le sang battre à mes tempes, un rythme affolé face au prédateur suprême. Puis, son regard a glissé de mes yeux à mon ventre. Une tension a parcouru son corps immense. Ses narines se sont dilatées, et j'ai compris. Il ne me voyait pas seulement, il me lisait. Ses sens d'alpha, infiniment plus puissants que les miens, captaient le secret que mon propre corps m'avait à peine murmuré. La vie qui frémissait en moi, faible mais tenace. Un miracle impossible né dans le désespoir. Tu portes mes jumeaux. Les mots n'étaient qu'un murmure rauque, une affirmation gutturale, qui a fait vibrer l'air entre nous, mais ils ont frappé mon esprit avec la force d'un coup de tonnerre. La panique a glacé mes veines. Stérile, c'est ce qu'il m'avait toujours dit. Une coquille vide, maudite par la déesse. Comment pouvais-je porter la vie, et encore moins la sienne? C'était un blasphème, une folie. Non, Monseigneur, c'est impossible. Je ne vous ai jamais rencontré, ai-je balbutié, les mots s'étranglant dans ma gorge. Mon esprit s'est emballé, cherchant une explication, et un souvenir fragmenté a refait surface. Un festival masqué au cœur de l'hiver. Une nuit de solitude, où j'avais cherché un instant de chaleur humaine anonyme. Une danse avec un étranger dont la puissance et l'odeur d'orage m'avaient submergé avant que je ne m'enfuis à l'aube, terrifié par mes propres instincts. Sa réaction ne fut pas la colère, mais une certitude féroce, presque animale. Il a fait un pas de plus, envahissant mon espace, son odeur de pain et d'acier m'enveloppant, complètement. Le festival du solstice d'hiver. Sa voix était basse, chargée d'une frustration qui couvait depuis des mois. Tu portais une robe de velours bleu nuit et un masque d'argent. Ton odeur, fleur de lune sauvage et cannelle. Elle m'a hanté chaque nuit depuis. Je t'ai cherché partout. La vérité m'a frappé comme une lame. C'était lui, l'inconnu puissant dont la présence avait réveillé ma louve endormie pour une seule nuit passionnée et instinctive. La déesse ne m'avait pas abandonné. Elle m'avait jeté dans les bras de mon destin sans que je le sache, liant la plus humble des omégas au plus puissant des rois dans le secret d'une nuit masquée.
Le gouffre entre nous est devenu un abîme vertigineux. Il était le roi Lysandre, le briseur de meutes, une légende vivante. Et moi, j'étais Éliane, l'esclave vendue pour un pain rassis, la paria dont le nom même était synonyme de honte. S'il savait la vérité, s'il savait à quel point j'étais souillé, brisé, sans valeur, aux yeux du monde, il me rejetterait. La douleur de ma première répudiation était encore une plaie ouverte. Une seconde me tuerait. L'instinct de survie a pris le dessus. J'ai reculé d'un pas, tremblante, prête à fuir. « Vous faites erreur », ai-je insisté, la voix brisée. « Je ne suis personne, juste une esclave. Laissez-moi partir. » Je préférais retourner aux chaînes plutôt que de voir le dégoût remplacer la reconnaissance dans ses yeux dorés. Il n'a pas toléré ma retraite. Un grondement, sourd et possessif, a vibré dans sa poitrine, un son qui a fait taire toutes mes protestations. Ce n'était pas une menace, mais une promesse, une ancre. « Tu n'iras nulle part », a-t-il déclaré, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Sa main, grande et calleuse, s'est tendue et s'est posée avec une infinie délicatesse sur mon ventre, par-dessus les haillons. Un choc électrique a parcouru mon corps tout entier. C'était le lien, le mate bon, une vague de chaleur, de sécurité et d'appartenance si intense qu'elle a balayé des années de froid et de solitude. C'était terrifiant et exaltant, comme si la moitié manquante de mon âme venait de se remettre en place. Et sous sa paume, pour la première fois, j'ai senti le faible battement d'une autre vie, de deux autres vies. Avec une fureur contrôlée, il s'est détourné de moi et sa voix a résonné dans la salle, chargée d'une autorité qui faisait trembler les murs. « Garde, guérisseur, maintenant !» En quelques secondes, la salle s'est remplie de personnel paniqué, leurs yeux s'écarquillant en me voyant. La misérable esclave, au centre de l'attention du roi. Préparez les appartements de la Luna, qu'on lui apporte les plus belles robes, le meilleur repas. Elle est votre reine. Puis, se tournant vers moi avec une rage froide dirigée non pas contre moi, mais contre le monde qui m'avait fait du mal, il a déchiré d'un geste sec les restes de ma tunique d'esclave. Avec une tendresse qui contrastait violemment avec son geste, il m'a enveloppé dans sa propre cape de cérémonie, un lourd velours noir doublé de fourrure. Son odeur m'a submergé, un bouclier protecteur contre les regards choqués de sa cour. On m'a conduite à des appartements dont la splendeur dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Des murs tendus de soie, des meubles en bois précieux, et une salle de bain plus grande que la cabane où j'avais grandi. Des servantes aux mains douces m'ont baigné dans une eau parfumée. On lavait la crasse de mon voyage et on pansait les blessures laissées par les chaînes. Elles m'ont vêtu d'une robe en soie si légère qu'elle semblait être un nuage sur ma peau. C'était un rêve, un conte de fées si magnifique qu'il en devenait douloureux. Chaque contact doux, chaque mot respectueux était un rappel brutal de tout ce que je n'avais jamais eu. Je me sentais comme une intruse, une bête sauvage dans un palais de verre, attendant à chaque instant que le sortilège se brise et que je sois jeté dehors, dans le froid. Plus tard dans la soirée, Lysandre est entré dans mes appartements, seul. Il avait abandonné sa couronne et son armure, ne portant qu'une simple tunique noire qui accentuait sa musculature puissante. Il portait lui-même un plateau chargé de nourriture, du pain chaud, de la viande rôtie, des fruits frais. Il a congédié les servantes d'un geste et a posé le plateau devant moi. Il ne parlait pas. Il se contentait de me regarder manger avec une intensité dévorante, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail de mon visage. Son silence était plus intime que n'importe quelle conversation. Il me protégeait, me nourrissait. Des actes simples, primo, qui parlaient directement à la louve en moi. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un prenait soin de moi. Et cet homme était le roi le plus redouté du continent. Le danger n'a pas tardé à se manifester. Alors que nous étions assis dans ce silence confortable, une voix arrogante a retenti depuis le couloir, juste devant ma porte. C'était l'un de ces bêtas, un guerrier à la mâchoire carrée que j'avais aperçu plus tôt. Pensant le roi parti, il a murmuré à un autre garde. Le roi a perdu la tête, s'entiché de cette traînée des bois d'ombre, une oméga stérile et souillée. Elle va tous nous mener à notre perte. Chaque mot était un poignard empoisonné, ravivant toutes mes insécurités. J'ai senti le sang quitter mon visage, la honte me submergeant à nouveau. Je me suis recroquevillé sur moi-même, attendant l'inévitable. Que Lysandre entende et réalise son erreur. La réaction de Lysandre fut instantanée, silencieuse et absolument terrifiante. Il n'a pas crié, il n'a pas explosé de rage. Il s'est simplement levé,
son corps devenant une statue de fureur glaciale. L'air dans la pièce est devenu électrique, saturé de sa puissance. D'un mouvement si rapide que je l'ai à peine vu, il a ouvert la porte, a attrapé le bêta par le cou et l'a traîné à l'intérieur comme s'il ne pesait rien. Les yeux de Lysandre brillaient d'un or surnaturel, la lueur de son loupe intérieur prenant le dessus. « Répète ce que tu viens de dire. » Sa voix était un grondement si bas et si mortel qu'elle a fait vibrer mes os. Le bêta, livide de terreur, était incapable de prononcer un son. « Quiconque manque de respect à ma Luna, » a continué Lysandre, sa voix s'élevant à peine, répondra directement à moi. Puis, avec un craquement sec et horrible, il a brisé le bras du garde. J'aurais dû être horrifié par cette violence brute. Une partie de moi, la jeune femme qui avait subi tant de brutalité, l'était. Mais la partie la plus profonde de mon être, l'instinct de l'oméga qui avait trouvé son alpha, a ressenti une vague écrasante de sécurité. Cette violence n'était pas dirigée contre moi. Elle était pour moi. C'était un bouclier, une forteresse. Il était la tempête, et j'étais en son centre, intouchable. Alors qu'il jetait le garde gémissant hors de la pièce et ordonnait son exil immédiat, une nouvelle impulsion a surgi en moi. Pas la peur, mais le besoin de le calmer, de l'apaiser. Le besoin de toucher la bête qui venait de se déchaîner pour me protéger. Une fois les serviteurs partis après avoir effacé toute trace de l'incident, il est revenu vers moi. La fureur animale avait quitté ses yeux, laissant place à quelque chose de plus complexe, une vulnérabilité brute qui m'a coupé le souffle. Son regard s'est posé sur une fine cicatrice blanche sur mon avant-bras, un souvenir du couteau de Corbin. Il a tendu la main et a effleuré la marque avec son pouce. « Plus personne », a-t-il juré d'une voix rauque. « Plus jamais personne ne te fera de mal, Eliane. » À cet instant, j'ai compris que ma force n'était pas seulement dans ma survie. Sans réfléchir, j'ai posé ma main sur la sienne. Un simple contact peau contre peau. Mais j'ai senti le tumulte en lui s'apaiser. La bête se calmer sous ma touche. J'étais son ancre, tout comme il était mon bouclier. Le monde extérieur, avec ses complots de cour, ses jugements et la menace de mon ancienne meute, semblaient s'estomper. Dans cette chambre, nous n'étions plus un roi et une esclave. Nous étions un mâle et une femelle, un alpha et son oméga, liés par un destin aussi violent que magnifique. La peur de mon passé était toujours là, une ombre tapie dans un coin de mon esprit. Mais pour la première fois depuis une éternité, elle était éclipsée par une autre émotion, plus puissante et bien plus dangereuse. L'espoir. En regardant cet homme terrifiant, ce roi sanguinaire qui venait de mutiler un de ses meilleurs guerriers pour une insulte murmurée à mon encontre, je n'ai pas vu un monstre. J'ai vu mon compagnon. Et pour la première fois, j'ai ressenti l'attraction du lien non pas comme une condamnation, mais comme la plus douce des promesses. La nuit qui suivit fut un étrange purgatoire, suspendu entre la terreur de mon passé et la promesse vertigineuse de mon avenir. Lysandre ne me quitta pas. Il fit apporter son propre repas dans mes appartements, partageant chaque plat avec moi après l'avoir goûté lui-même. Un rituel primal de protection qui parlait plus fort que n'importe quel mot. Assis en face de moi, il me raconta par bribes la solitude de son trône, le poids d'un pouvoir forgé dans le sang de ses ennemis et la trahison de sa propre famille des années auparavant. Il me montra une longue cicatrice qui courait le long de son torse, cachée sous sa tunique, un souvenir permanent de la dernière fois qu'il avait fait confiance à quelqu'un. En cet instant, je ne vis plus le roi, mais l'homme, le loup marqué par une blessure que même son immense pouvoir n'avait pu effacer. Il était aussi brisé que moi, à sa manière. Son regard intense ne me lâchait pas, comme s'il craignait que je disparaisse s'il clignait des yeux. « Tu resteras près de moi, Eliane. » Sa voix était un ordre doux, mais inflexible. « Tu ne mangeras rien que je n'ai goûté. Tu ne boiras rien que je n'ai approuvé. Tu dormiras où je pourrai te sentir. Personne dans cette citadelle n'est au-dessus de tout soupçon. » Cette possessivité aurait dû m'effrayer, me rappeler les chaînes de Corbin. Pourtant, elle ne le fit pas. C'était une cage dorée, certes, mais une cage conçue pour me protéger, non pour m'emprisonner. C'était le mur de son corps entre moi et le monde, le grondement de son loup promettant la mort à quiconque oserait s'approcher. J'ai hoché la tête, incapable de parler, sentant le lien entre nous se resserrer, tissant une toile de sécurité autour de mon cœur meurtri. Le lendemain matin, le véritable test arriva sous la forme d'un petit déjeuner somptueux, envoyé par le Conseil des Anciens en guise de bienvenue officielle à leur nouvelle Luna.
Des plateaux d'argent étaient chargés de fruits exotiques, de pâtisseries dorées et d'une carafe de vin épicé, dont l'arôme embaumait la pièce. C'était un spectacle d'opulence destiné à m'impressionner, ou peut-être à m'endormir. Lysandre semblait satisfait de ce geste de respect, mais alors qu'il se servait une coupe de vin, un parfum presque imperceptible a atteint mes narines. C'était une note florale, amère et métallique, cachée sous les effluves de cannelle et de clous de girofle. Une odeur que ma mère m'avait appris à craindre plus que le feu, l'aconite, le tulou, une plante mortelle pour notre espèce, surtout pour une femelle enceinte. Mon sang se glaça. L'instinct de survie, non pas pour moi, mais pour les vies fragiles que je portais, a balayé toute ma peur et ma soumission. Au moment où la coupe touchait les lèvres de Lysandre, ma main jaillit et la frappa, l'envoyant s'écraser sur le sol en marbre. Le vin pourpre s'étala comme une flaque de sang. Le silence tomba, lourd et choquant. Les serviteurs restèrent figés, pétrifiés par mon audace. Lysandre se tourna vers moi, ses yeux dorés s'assombrissant, non pas de colère, mais d'une confusion glaciale. Eliane? Son nom était un avertissement. Il était le roi. Personne, pas même sa compagne, ne défiait ses gestes. Mon cœur battait à tout rompre. Mais je tins bon, le souvenir des leçons de ma mère me donnant une force inattendue. « N'y touchez pas, mon roi », ai-je murmuré, la voix tremblante mais ferme. Le vin, il sent le tulou. Mes paroles semblaient absurdes. L'accusation d'une paranoïaque. Comment une oméga issue de la fange pouvait-elle prétendre déceler ce que les sens surdéveloppés de l'alpha suprême n'avaient pas perçu? Le doute a traversé son visage pendant une fraction de seconde. Une lutte visible entre son instinct, qui lui hurlait de me croire, et des années de règne où sa parole était loi. C'était le moment de vérité. Allait-il me faire confiance, moi, l'étrangère, la marchandise endommagée, ou allait-il croire en la loyauté de sa cour? Je retins mon souffle, prêt à voir mon fragile espoir se briser contre le mur de son autorité royale. Puis, quelque chose a changé dans ses yeux. La méfiance a été remplacée par une certitude glaciale. Il a fait confiance au lien. Il m'a fait confiance. Sans un mot, il a ramassé un morceau de pain sur la table et l'a trempé dans la flaque de vin. Il l'a ensuite jeté à un petit oiseau chanteur qui se trouvait dans une cage dorée près de la fenêtre, un cadeau de l'un de ses vassaux. L'oiseau a picoré le pain et en quelques secondes, il a été pris de convulsions avant de s'effondrer. Mort. La preuve était là, silencieuse et irréfutable. Une fureur si froide et si pure a émané de Lysandre que la température de la pièce a semblé chuter. Ce n'était plus la colère chaude d'un loup protégeant sa tanière. C'était la rage calculée d'un roi préparant un massacre. Personne ne quitte cette pièce. Sa voix était un rasoir de glace. Il a appelé ses gardes d'élite, la garde d'obsidienne, des guerriers dont la loyauté envers lui était absolue. Il leur a donné des ordres brefs et mortels. Verrouiller la citadelle, amener le conseil des anciens et tous ceux qui avaient manipulé le repas. Lars, chasse aux traîtres, avait commencé. Mais au milieu de ce chaos glacial, son attention est revenue entièrement sur moi. Il m'a attiré contre lui, son corps un rempart de muscles tendus. Il a enfoui son visage dans mon cou, respirant mon odeur comme si c'était le seul air pur qui restait dans son royaume empoisonné. « Tu m'as sauvé », a-t-il murmuré contre ma peau. « Tu nous as tous sauvés. » Cette nuit-là, il ne fut plus question que je dorme dans mes propres appartements. Aussi luxueux soit-il, tu dormiras dans ma chambre, dans mon lit, où je peux t'entendre respirer, a-t-il décrété, sa décision finale et sans appel. Ce n'était pas une invitation à l'intimité, mais une nécessité primale. Ces appartements étaient une forteresse au cœur de la citadelle. En entrant, j'ai été submergé par son essence. L'odeur de pain, d'orage et d'acier froid était partout, imprégnée dans les lourdes tentures de velours, les fourrures jetées sur le sol et le bois sombre du lit massif. C'était comme entrer dans l'antre même du loup, un territoire sacré qui n'avait jamais été partagé. L'air crépitait d'une tension magnétique, une force qui tirait sur chaque fibre de mon être. La peur aurait dû me paralyser, mais à la place, une étrange paix s'est installée en moi. Ma louve, si longtemps silencieuse, s'est étirée dans mon âme, reconnaissant cet endroit comme son foyer. C'était ici que nous étions en sécurité. Lysandre a passé des heures à arpenter la chambre comme une panthère, en cage, son énergie protectrice si intense qu'elle était presque visible. Il vérifiait chaque serrure, chaque fenêtre, son loup intérieur juste sous la surface, prêt à bondir sur la moindre menace.
Je l'ai regardé, non pas avec la crainte d'une esclave, mais avec la fascination de sa compagne. Je voyais l'immense fardeau qu'il portait, la solitude d'un roi qui ne pouvait faire confiance à personne. Finalement, épuisé par la fureur et l'inquiétude, il s'est approché du lit. Je m'attendais à ce qu'il me rejoigne, mais il a fait quelque chose d'inattendu. Il a pris les plus épaisses fourrures et les a disposées sur le sol, juste à côté de ma moitié du lit, créant une sorte de nid de sentinelle. Il s'y est allongé, son corps massif une barrière entre moi et la porte, son regard doré fixé sur moi dans la pénombre. « Personne ne te touchera pendant ton sommeil », a-t-il juré d'une voix rauque. La chaleur qui a envahi ma poitrine n'avait rien à voir avec la peur ou la luxure. C'était une vague d'affection et d'appartenance si puissante qu'elle m'a volé mon souffle. Ce roi sanguinaire, ce prédateur suprême, dormait sur le sol pour veiller sur moi, allongé dans son lit immense, enveloppé dans des draps qui portaient son odeur enivrante. Je me sentais plus en sécurité que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Le lien entre nous n'était plus seulement une attraction instinctive. Il était devenu une corde d'ancrage, forgée dans le danger et la confiance mutuelle. Chaque inspiration que je prenais était emplie de son parfum, calmant mes nerfs et apaisant les battements affolés de mon cœur. C'était un baume pour mon âme brisée. La chaleur de son corps, même à quelques mètres de distance, irradiait à travers la pièce, un phare dans l'obscurité. C'était une chaleur primale, la chaleur d'un compagnon, d'un protecteur, la promesse silencieuse d'un foyer. Cette proximité forcée a changé quelque chose de fondamental en moi. La distance entre le roi et l'oméga s'était évaporée, remplacée par la proximité brute du mâle et de la femelle. Son odeur ne faisait pas que me calmer. Elle réveillait des instincts que je ne savais pas posséder. Un besoin féroce de le toucher, de passer mes doigts dans ses cheveux sombres, de sentir le rythme de son cœur sous ma paume. C'était une attraction magnétique, un besoin physique aussi essentiel que la respiration. La tension dans la pièce n'était pas seulement due au danger extérieur. Elle était tissée de désirs non exprimés, de la reconnaissance de nos âmes qui se languissaient l'une de l'autre depuis trop longtemps. En le regardant veiller sur moi dans la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre, j'ai compris une vérité bouleversante. Je n'étais pas seulement la femme qu'il protégeait, j'étais son point faible, sa seule vulnérabilité. Et en même temps, j'étais sa plus grande force. Mon instinct l'avait sauvé. Ma présence apaisait la bête en lui. Nous étions les deux moitiés d'un tout, un équilibre parfait de puissance brute et de sagesse intuitive. La déesse ne nous avait pas réunis par hasard. Elle nous avait réunis parce que nous avions besoin l'un de l'autre pour survivre, pour guérir, pour régner. Il n'était plus seulement le roi, le guerrier, l'alpha suprême. Il était Lysandre. Il était mon loup. Et pour la première fois, j'ai ressenti le désir féroce de protéger mon compagnon avec la même intensité qu'il me protégeait. Cette nuit-là, dans le silence de la chambre du roi, alors que le château retenait son souffle en attendant sa justice, je me suis endormi pour la première fois sans cauchemar. Je n'ai pas rêvé des chaînes, du froid ou des visages haineux de ma meute. J'ai rêvé de forêts de pins sous un ciel d'orage, d'yeux dorés qui me regardaient avec une adoration féroce, et du sentiment de deux petits cœurs battant en harmonie avec le mien. Je n'étais plus Eliane, l'oméga vendu pour un morceau de pain. J'étais en train de devenir Eliane, la Luna qui avait senti le poison. Et je savais, avec une certitude qui a fait vibrer mon âme, que quiconque avait essayé de nous détruire allait bientôt apprendre ce que signifiait vraiment provoquer la colère non seulement d'un roi, mais aussi de sa reine. Les jours qui suivirent l'empoisonnement furent un étrange mélange de paradis et de prison dorée. Lysandre ne me laissait plus seul un seul instant. Je prenais mes repas à ses côtés, je lisais dans son bureau pendant qu'il gérait les affaires du royaume, et je marchais dans les jardins du château avec sa main possessivement posée au creux de mon dos. Il était mon ombre, mon bouclier, le rempart entre moi et un monde qui avait déjà essayé de me tuer. Sa présence constante était un baume apaisant pour ma louve, un murmure incessant qui disait « Tu es en sécurité, tu es à moi ». Pourtant, chaque regard curieux des serviteurs, chaque silence pesant des membres de la cour lorsque j'entrais dans une pièce, me rappelait que je n'étais pas à ma place. J'étais une anomalie, une oméga des bas-fonds soudainement catapultée sur un trône. Et cette paix fragile semblait aussi éphémère qu'un flocon de neige en été. La nouvelle de mon ascension s'était répandue comme un feu de forêt. Elle avait traversé les montagnes et les vallées pour atteindre les terres pourries des bois d'ombre. Je savais que ce n'était qu'une question de temps, avant que mon passé ne vienne frapper aux portes de la citadelle.
et il arriva sous la forme de deux menaces distinctes, mais tout aussi mortelles. La première était interne. Lady Séraphina, la fille de l'alpha le plus puissant du conseil de Lysandre. Grande, sculpturale, avec des cheveux de platine et des yeux de glace, elle avait toujours cru que le trône de la Luna lui revenait de droit. Elle me regardait avec un mépris à peine voilé, voyant en moi non pas une rivale, mais une vermine qui avait souillé quelque chose de sacré. Sa haine était un poison lent, distillé dans les couloirs du pouvoir, bien plus subtil que l'aconite. Dans une coupe de vin, la seconde menace, plus brutale et directe, était celle que je redoutais le plus. Corbin, mon ancien alpha. Un messager arriva un matin, le visage blême, annonçant que l'alpha des Bois d'Ombre demandait audience auprès du roi suprême. Il ne venait pas en allié, mais en accusateur. La nouvelle me glaça le sang. Le nom de Corbin était synonyme de douleur, de faim, de chaînes rouillées, et de l'humiliation publique qui avait failli me détruire. Rien que d'entendre son nom, je sentis un frisson de terreur ancienne me parcourir, une réaction instinctive de l'oméga battu qui sommeillait encore en moi. Lysandre sentit ma peur. Son bras se resserra autour de moi, son corps se tendant comme une corde d'arc. Un grondement sourd et menaçant vibra dans sa poitrine, une promesse de violence pour l'homme qui avait osé me briser. Pendant que nous attendions l'arrivée de Corbin, le poison de Séraphina commençait à faire effet. Les murmures se transformèrent en accusations à peine voilées. J'étais l'oméga sauvage, la bête inculte, qui ne savait pas se tenir à la cour. On disait que j'avais ensorcelé le roi, que j'utilisais une magie noire et ancienne pour le manipuler. On remettait en question la paternité de mes enfants, suggérant que j'étais une traînée qui avait piégé le souverain le plus puissant du continent. Chaque mot était une pierre jetée sur ma dignité déjà fragile. Je portais les plus belles robes de soie, mais je me sentais toujours couverte de la boue de mon ancienne vie. J'étais assise à la droite du roi, mais dans leurs yeux, je n'étais rien de plus que la marchandise vendue pour un morceau de pain. La pression sur Lysandre était immense. Certains de ses conseillers les plus proches, influencés par Séraphina et son père, lui suggérèrent de me garder comme une maîtresse cachée, mais de choisir une Luna de sang noble pour assurer la stabilité du royaume. Ils craignaient que mon origine modeste ne provoque une guerre civile. Ils me voyaient comme une faiblesse, une fissure dans l'armure impénétrable de leur roi. Et la pire partie, c'était qu'une partie de moi commençait à les croire. Chaque soir, je voyais la fatigue dans les yeux de Lysandre, le poids de devoir défendre son choix face à son propre peuple. La culpabilité me rongeait. Étais-je vraiment en train de détruire l'homme que j'apprenais à aimer? Mon existence même était-elle une menace pour tout ce qu'il avait construit? Un soir, alors qu'il revenait d'une réunion houleuse avec son conseil, je n'ai plus pu le supporter. Peut-être qu'ils ont raison, Lysandre, ai-je murmuré, la voix brisée par les larmes que je retenais. Peut-être que je devrais partir. Je ne veux pas être la cause de ta chute. Sa réaction fut volcanique. Il m'attrapa par les épaules, ses yeux dorés flambant d'une fureur qui n'était pas dirigée contre moi, mais contre le monde entier. « Ne dis plus jamais ça », gronda-t-il, sa voix un tonnerre contenu. « Tu es ma compagne, ma Luna, ma reine. Ce royaume s'adaptera, ou il brûlera. Il n'y a pas d'autre option. Tu es mon destin, Eliane, et j'anéantirai quiconque essaie de nous séparer. » Ces mots étaient une promesse féroce, mais je pouvais sentir la tension qui l'habitait, la bataille qu'il menait sur tous les fronts pour moi. L'arrivée de Corbin fut encore pire que ce que j'avais imaginé. Il n'est pas venu seul, mais accompagné de plusieurs alphas des territoires voisins, ceux qui avaient toujours été jaloux du pouvoir de Lysandre. Il se présenta non pas comme un mendiant, mais comme une victime. Devant le conseil assemblé, il m'a pointé du doigt, son visage tordu par une fausse douleur. « Cette Oméga est mienne !» a-t-il hurlé. « Elle est ma compagne, liée à moi par les anciennes lois. Elle s'est enfuie de ma meute, et selon nos traditions, les enfants qu'elle porte sont de mon sang et appartiennent aux Bois d'Ombre. Je suis ici pour réclamer ce qui m'appartient. » Le mensonge était si audacieux, si monstrueux, qu'il a laissé la salle sans voix. Il utilisait nos propres lois, notre propre code d'honneur, pour tenter de me reprendre. Séraphina a immédiatement sauté sur l'occasion, son visage affichant une fausse inquiétude. « Mon roi », dit-elle d'une voix douce et venimeuse, « la loi est la loi. Si cette femme est véritablement liée à l'Alpha Corbin, la garder ici contre sa volonté serait un acte de tyrannie. Cela pourrait déclencher une guerre que nous ne pouvons pas nous permettre. Nous devons tenir un jugement public pour que la vérité soit révélée aux yeux de tous. » C'était un piège parfait.
Refuser le jugement ferait passer Lysandre pour un despote qui bafoue les traditions. L'accepter signifiait me jeter dans une arène publique où mon passé serait disséqué et utilisé comme une arme contre moi. Je me sentais comme un animal pris au piège, les murs de la civilisation se refermant sur moi. Lysandre était piégé. Je pouvais voir la rage guerrière dans ses yeux, son loup, hurlant de mettre Corbin en pièces et de réduire ses accusations en cendres. Mais je pouvais aussi voir le roi, l'homme d'État, qui comprenait les implications politiques de chaque mouvement. S'il tuait Corbin sur le champ, il prouverait aux yeux de ses ennemis qu'il avait quelque chose à cacher. Il serait l'alpha suprême qui vole la compagne d'un alpha plus faible. Avec une lenteur calculée qui cachait à peine la fureur qui bouillonnait en lui, il a accepté. Très bien. Sa voix était un morceau de glace. Il y aura un jugement. Dans 3 jours, l'alpha Corbin présentera ses preuves. Et nous verrons si ses lois sont plus fortes que les miennes. Ces 3 jours furent une torture. Je me sentais scruté, jugé à chaque instant. Les serviteurs chuchotèrent dans mon dos. Les gardes me regardaient avec méfiance. Étais-je vraiment la Luna de leur roi? Ou une usurpatrice? Une menteuse qui allait faire s'effondrer leur monde? La citadelle, qui avait été mon refuge, était devenue une cage de verre. Chaque repas me semblait potentiellement empoisonné. Chaque parole amicale pouvait cacher une trahison. Mon seul sanctuaire était les bras de Lysandre la nuit. Mais même là, je sentais son inquiétude, son esprit qui élaborait des stratégies pour la bataille à venir. Il ne s'agissait plus seulement de moi, mais de son honneur, de son autorité et de la légitimité de ses futurs héritiers. Séraphina et Corbin travaillaient dans l'ombre, rassemblant de faux témoins et fabriquant des preuves. Ils ont fait venir des membres de ma meute, des loups qui me haïssaient et qui étaient de prêts à jurer que j'avais partagé le lit de Corbin pendant des années, que j'étais une oméga rusée et manipulatrice. Ils préparaient une exécution publique de ma réputation, un spectacle conçu pour me briser si complètement que même Lysandre ne pourrait plus me défendre. Ils voulaient me renvoyer à mon statut de paria, de marchandise sans valeur, et prouver à tous que le grand roi suprême avait été dupé par une simple traînée des bas-fonds. La veille du jugement, la peur m'a submergé. J'ai repensé au jour où j'avais été vendu. Le silence de ma meute, le poids du voile de la honte, le froid des chaînes. J'avais l'impression de revivre ce moment, mais sur une scène bien plus grande et plus cruelle. J'ai regardé mon reflet dans un miroir d'argent. Je portais une robe digne d'une reine, mais tout ce que je voyais, c'était l'oméga terrifié, la fille qui n'avait jamais été assez bien pour personne. Et si Corbin gagnait? Et s'il parvenait à convaincre le conseil? L'idée d'être arraché à Lysandre, d'être renvoyé dans les griffes de cet homme, était une perspective plus terrifiante que la mort. C'était la mort de mon âme. Lysandre m'a trouvé là, tremblante devant mon propre reflet. Il ne m'a pas offert de paroles rassurantes vides de sens. Au lieu de cela, il a posé ses grandes mains sur mon ventre, son contact chaud et solide à travers la soie de ma robe. « Sens-tu cela? Eliane » a-t-il murmuré, son souffle chaud dans mon cou. « C'est notre avenir. C'est la seule vérité qui compte. Demain, ils ne te jugeront pas. Ils me jugeront. Ils jugeront ma capacité à protéger ce qui est à moi. Laisse-les venir. Laisse-les apporter leurs mensonges et leurs complots. Ils apprendront ce qui arrive quand on essaie de voler le cœur d'un roi. » Sa certitude était une ancre dans ma tempête de peur. Cette nuit-là, il m'a tenu contre lui, nos cœurs battant à l'unisson. Il n'y avait pas de passion, seulement un besoin désespéré de connexion, de réconfort avant la bataille. Il m'a raconté des histoires sur les étoiles, nommant les constellations que sa mère lui avait montrées quand il était enfant. Il a partagé avec moi ses peurs, sa solitude avant mon arrivée, le poids de la couronne qu'il portait depuis si longtemps. Pour la première fois, je n'étais pas seulement l'oméga qu'il protégeait. J'étais la femme en qui il avait confiance, son égale, sa confidente. Alors, que l'aube se levait à l'horizon, colorant le ciel de teintes de sang et d'or, je savais que je n'allais pas affronter ce jugement comme une victime. J'allais l'affronter comme une Luna, comme une mère, comme la compagne de l'Alpha suprême. Et par la déesse, j'allais me battre. La grande salle du trône était devenue une arène. Des centaines de pères-dieux étaient braqués sur moi. Un mélange de curiosité morbide, de mépris et de doute. J'étais assise sur un siège légèrement plus bas que celui de Lysandre, une concession à la tradition qu'il avait acceptée à contre-cœur. Je portais une robe de velours bleu nuit, la couleur de la nuit où mes enfants avaient été conçus, une armure de soie contre les regards hostiles. À mes côtés,
Lysandre était une montagne de fureur contenue. Son corps était rigide, chaque muscle tendu, et son loupe intérieur se pressait si fort contre la surface que je pouvais presque le voir onduler sous sa peau. Il était un prédateur enchaîné par la politique. Et je savais que ces chaînes ne tiendraient pas longtemps. L'air était lourd, saturé de l'odeur de la tension, du pouvoir et de la peur. Ma peur, et celle de mes ennemis. Corbin s'avança au centre de la salle, sa démarche faussement assurée. Il portait les fourrures de son rang, mais sous cette parure, je ne voyais que le tyran mesquin qui se nourrissait de la souffrance des autres. Il s'inclina à peine devant Lysandre, avant de se tourner vers le conseil. Sa voix, pleine d'une indignation feinte, résonna contre les murs de marbre. « Nobles alphas, je me présente devant vous non comme un ennemi, mais comme un mâle à qui l'on a volé ce qui lui est le plus cher. Cette Oméga, Eliane, est ma compagne. Elle s'est enfuie de notre meute sous une influence maléfique, emportant avec elle mon héritier. Je ne demande que justice. Je ne demande que le retour de ce que la déesse elle-même m'a accordé. Chaque mot était un mensonge empoisonné, conçu pour me peindre comme une fugitive, une adultère et une voleuse. » Séraphina se leva alors, son visage un masque de grave préoccupation. Sa robe argentée scintillait comme des écailles de serpent. « Mon roi !» Sa voix était douce comme du miel mêlé de venin. « Les paroles de l'Alpha Corbin sont graves. Nos lois les plus anciennes sont claires sur les liens de compagnonnage. Pour préserver la paix et l'honneur de votre trône, nous devons faire la lumière sur cette affaire. Permettez que la vérité soit révélée, non par la force, mais par le témoignage. » C'était son coup de grâce. Elle ne demandait pas ma condamnation, mais un procès, un spectacle qui me salirait publiquement, peu importe l'issue. Elle me tendait un piège d'honneur, sachant que Lysandre, le gardien des lois, ne pourrait refuser sans paraître un tyran. Un instant, le poids de leurs mensonges a menacé de m'écraser. Les fantômes de mon passé se sont pressés autour de moi. Le froid des chaînes, le goût du pain rassis, le silence de ma meute. Je n'étais qu'une Oméga. Qui me croirait face à deux alphas? Puis, j'ai senti un léger mouvement dans mon ventre. Un coup de pied minuscule, mais puissant. Une affirmation de vie. Ce n'était pas seulement ma vie qu'ils essayèrent de détruire, c'était celle de mes enfants, les futurs princes de ce royaume. Une fureur froide et pure a alors balayé ma peur. Ce n'était plus la peur d'une victime. C'était la rage d'une mère. J'ai posé une main protectrice sur mon ventre et j'ai senti la puissance de Lysandre affluer en moi. À travers notre lien, un courant électrique de soutien indéfectible. Je n'étais plus seul. Corbin, enhardi par le silence, fit un pas vers moi, sa main tendue comme pour me saisir, pour me marquer à nouveau comme sa propriété. « Viens, Eliane, cesse cette folie. » Au moment où son ombre a menacé de me toucher, quelque chose en moi s'est brisé et s'est reconstruit en une chose nouvelle et terrible. Mes sens d'Oméga, déjà aiguisés par la grossesse, ont explosé. Le monde s'est transformé en un torrent d'informations sensorielles. Je pouvais sentir le rythme cardiaque affolé de Séraphina, l'odeur âcre de la sueur de peur de Corbin sous son parfum arrogant. Je ne voyais plus seulement leurs visages, je lisais leurs âmes. Et dans celle de Corbin, j'ai vu un abîme de vide, une sécheresse, un secret pourrissant qui était la source de toute sa cruauté. Je me suis levé, ma colonne vertébrale droite comme une lance. Ma voix, quand elle est sortie, n'était plus le murmure d'une Oméga. Elle était claire, forte, et elle portait un poids qui a fait taire toute la salle. « Vous osez parler d'héritier devant ce conseil, Corbin ?» ai-je demandé, chaque mot ciselé dans la glace. Je l'ai regardé droit dans les yeux, voyant la panique commencer à poindre derrière son arrogance. « Un champ stérile ne peut produire de récolte, un puits à sec ne peut étancher la soif, et un alpha qui est lui-même une coquille vide ne peut pas donner la vie. » Un murmure choqué a parcouru l'assemblée. Mais parole était une énigme, mais une énigme qui sentait le sang. Le visage de Corbin est devenu livide. Il a compris. J'ai continué, ma voix s'élevant pour que tous entendent de la vérité qu'il avait rongée pendant des années. Vous n'êtes pas un père à qui l'on a volé ses enfants. Vous êtes un imposteur. Vous m'avez marqué comme stérile. Vous m'avez humilié, battu et vendu. Non pas parce que j'étais défectueuse, mais pour cacher votre propre honte, votre propre vide. La déesse ne m'a jamais maudite. C'est vous qu'elle a jugé indigne. Vous êtes stérile, Corbin, et vous l'avez toujours été. La vérité a explosé au milieu de la salle du trône, avec la force d'une bombe, faisant voler en éclats des années de mensonges.
Séraphina a reculé d'un pas, le visage déformé par l'horreur, son plan parfait s'effondrant autour d'elle. Lysandre s'est levé, non pas dans une explosion de rage, mais avec un calme terrifiant, celui qui précède un ouragan. Il n'avait pas besoin de preuves. Le lien qui nous unissait lui hurlait ma sincérité. Chaque fibre de son être reconnaissait la vérité dans mes paroles. Son regard doré s'est posé sur Corbin, et pour la première fois, j'ai vu le visage du roi sanguinaire dont parlaient les légendes. Guérisseurs royaux, sa voix était un grondement de tonnerre qui a fait trembler les vitraux. Examinez-le, maintenant. Ce n'était pas une demande, c'était un verdict. Les gardes d'Obsidienne ont saisi Corbin, qui se débattait et hurlait des dénégations, le traînant comme un vulgaire criminel devant les anciens guérisseurs. L'examen fut public et humiliant. Le maître guérisseur, un loup âgé dont la sagesse était respectée de tous, a utilisé une pierre de lune, un artefact ancien qui réagissait à la vitalité et à la fertilité. Il l'a passée au-dessus de Corbin, et la pierre est restée sombre et inerte. Il l'a ensuite approchée de mon ventre, et elle a éclaté d'une lumière blanche et pure, si brillante qu'elle a illuminé toute la salle. Le verdict était sans appel. Le guérisseur s'est tourné vers le trône et a déclaré d'une voix forte « La Luna dit vrai. Cet homme est incapable d'engendrer. » La lignée des bois d'ombre s'éteint avec lui. Un silence de mort est tombé, suivi d'un murmure qui a enflé pour devenir un rugissement. La supercherie était révélée. La justice de Lysandre fut aussi rapide que brutale. Alpha Corbin des bois d'ombre, gronda-t-il, pour avoir menti devant le Conseil suprême et pour avoir commis des crimes. Indicible contre ma compagne, je te condamne. Tu seras dépouillé de ton loup. Tu vivras le reste de tes jours comme un simple humain, brisé et sans nom, dans les mines d'argent. Il s'est ensuite tourné vers Séraphina, dont le visage était blanc comme un linge. Et vous, Lady Séraphina, pour votre complicité dans cette trahison, vous êtes démise de votre titre et de vos terres. Vous serez confinée dans le couvent silencieux jusqu'à la fin de vos jours. Qu'on les emmène. Leurs cris ont été étouffés alors que les gardes les traînaient hors de la salle. Leur monde s'étant effondré en quelques minutes. La menace était écartée, les méchants punis. Mais l'acte final, le plus important, restait à jouer. La question de mon statut, de ma légitimité, flottait encore dans l'air. J'étais peut-être innocente, mais j'étais toujours une oméga sans nom. C'est alors que Lysandre a fait quelque chose qui a choqué le royaume jusqu'à ses fondations. Il est descendu des marches de son trône, à Sikonsi, traversé le sol de marbre, et s'est arrêté devant moi. Sous les regards stupéfaits de tous les alphas, des nobles et des guerriers, le roi suprême, le briseur de meutes, le loup le plus puissant du continent, a posé un genou à terre. Il a pris ma main, celle qui portait encore la faible cicatrice des chaînes, et l'a portée à ses lèvres. Sa voix, quand il a parlé, n'était plus celle d'un roi, mais celle d'un homme, d'un compagnon, brute et pleine d'une émotion qui a fait se contracter mon cœur. « Eliane, a-t-il dit, son regard doré fixé sur le mien, devant tous nos témoins, je te le jure, tu n'es pas seulement ma Luna, tu es mon encre, ma sagesse et mon cœur. Leur loi ne signifie rien. Ta parole est ma loi. Ton bonheur est mon commandement. Je te demande pardon de n'avoir, ne serait-ce qu'un instant, permis que ton honneur soit remis en question dans ma propre salle. » Le choc dans la salle était si palpable qu'il en était assourdissant. Un alpha suprême ne s'agenouillait jamais, devant personne. C'était un acte de soumission ultime, une déclaration qui me plaçait non pas à ses côtés, mais au-dessus de tout. Il ne me donnait pas le pouvoir. Il reconnaissait celui que j'avais toujours eu. Il a ensuite sorti une simple couronne de lierre argentée entrelacée de fleurs de lune, le symbole de la toute première Luna, et l'a délicatement posée sur ma tête. « Levez-vous » a-t-il ordonné à l'assemblée, sans se relever lui-même. « Levez-vous pour votre reine. » Lentement, puis, comme une seule vague puissante, chaque loup dans la salle s'est levé et s'est incliné, pas devant lui, mais devant moi, devant l'oméga vendu pour un morceau de pain. Une vague de triomphe, de rédemption et d'amour si puissante m'a submergé que des larmes ont coulé sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de guérison. J'ai regardé Lysandre, toujours à genoux devant moi, et j'ai posé ma main sur sa joue. Il a fermé les yeux, s'appuyant contre mon contact comme un homme mourant de soif qui trouve enfin une source. À cet instant, nous n'étions plus un roi et une oméga. Nous étions un tout, l'équilibre parfait de la force et de la compassion. J'avais trouvé ma meute.
J'avais trouvé mon foyer. J'étais devenue reine. Le silence qui a suivi mon couronnement était plus profond que celui d'une tombe. Il a été brisé non pas par des acclamations, mais par la voix de Lysandre, toujours à genoux devant moi, mais redevenu le roi dans toute sa fureur glaciale. Quand? À vous, dit-il sans même tourner la tête vers les condamnés. Le verdict de votre reine a été rendu, et ma sentence l'exécute. Il se leva, me relevant doucement avec lui, et se tourna vers Corbin, dont le visage était une ruine de terreur et d'incrédulité. Pour tes crimes contre ma compagne, pour ta trahison envers la déesse elle-même, tu ne connaîtras pas la clémence d'une mort rapide. Tu seras rituellement dépouillé de ton loup. La punition la plus redoutée. La cérémonie fut publique, immédiate. Les hurlements inhumains de Corbin, alors que sa connexion avec son loup était brisée, résonnèrent dans la cour. Un rappel brutal à tous de ce qu'il en coûtait de toucher à ce qui appartenait au roi. Pour Séraphina, le châtiment fut plus subtil, mais tout aussi cruel. Le couvent silencieux, un exil où sa beauté et son ambition se flétriraient dans l'oubli. Aucune pitié ne germait en moi. Seulement la froide satisfaction d'une dette enfin payée. Le changement dans la meute fut instantané et absolu. Les alphas et les bêtas, qui, quelques heures auparavant, me regardaient avec un mépris à peine dissimulé, ne pouvaient plus soutenir mon regard. Leurs courbettes n'étaient plus de simples formalités. Elles étaient profondes, empreintes d'une peur respectueuse. Les murmures dans les couloirs cessèrent, remplacés par un silence déférent lorsque j'approchais. Ils ne voyaient plus l'oméga souillé, mais la luna dont la perception était une arme plus tranchante que n'importe quelle lame. Une reine qui avait fait s'agenouiller leur roi indomptable. Je sentais leur peur, mais je sentais aussi leur respect naissant. Mon pouvoir n'était pas emprunté à Lysandre, il était mien, forgé dans le feu de l'humiliation et révélé par la vérité. J'ai accepté leur soumission non avec arrogance, mais avec la gravité tranquille de celle qui connaît le prix de la survie et le poids du commandement. Ils apprenaient une nouvelle leçon. La véritable force ne résidait pas toujours dans les crocs et les griffes, mais parfois dans un cœur qui avait refusé de se briser. Ce soir-là, debout sur le balcon de nos appartements, surplombant le royaume qui était désormais le mien, j'ai senti la main de Lysandre se poser sur mon épaule. Ce n'est que le début. Ai-je murmuré, pensant aux innombrables autres omégas qui souffraient en silence, comme je l'avais fait. Il a compris sans que j'aie besoin d'en dire plus. Le lendemain, devant le conseil réuni et soumis, il a proclamé le premier décret de notre règne commun, l'édit d'Eliane. C'était une loi qui changeait tout. Elle accordait aux omégas des droits et une protection sans précédent. Tout mauvais traitement serait désormais considéré comme une trahison envers la couronne. Des places leur étaient réservées au sein des conseils de meute, leur voix devant être entendue. C'était plus qu'une loi, c'était une révolution, une déclaration que la valeur d'un loup ne serait plus jamais mesurée par son rang de naissance, mais par sa loyauté et son cœur. Le royaume de Lysandre, bâti sur la force, allait désormais être cimenté par la justice. Pour marquer cette nouvelle ère, notre premier acte symbolique fut la transformation. Les cachots de la tour de l'ombre, un lieu de désespoir et de torture où Corbin avait été brièvement détenu avant son exil, furent vidés et purifiés par le feu. Sur ces fondations, nous avons ordonné la construction d'un sanctuaire, un lieu de guérison et d'apprentissage pour les omégas de toutes les meutes, où les arts de la guérison de ma mère seraient enseignés, où ceux qui étaient brisés pourraient trouver refuge et force. Nous l'avons appelé le havre de la fleur de lune, en l'honneur du parfum qui nous avait réunis, et en mémoire de la femme qui m'avait appris que la plus grande force pouvait naître de la plus douce des fleurs. Chaque pierre posée était un défi lancé à l'ancien monde, une promesse que la souffrance que j'avais endurée ne serait pas vaine, mais qu'elle deviendrait le terreau d'un avenir meilleur pour tous. La nuit, loin des yeux de la cour, le poids de la couronne se faisait sentir, mais il était partagé. Lysandre n'était plus seulement mon protecteur, il était mon partenaire. Il écoutait mes conseils avec une attention qui dépassait le simple amour d'un compagnon. C'était le respect d'un souverain pour son égal. « Tu n'as pas seulement sauvé ta vie, Eliane », m'a-t-il dit un soir, sa main posée sur mon ventre où nos enfants grandissaient. « Tu as sauvé l'âme de ce royaume de sa propre cruauté. » Ensemble, nous n'étions plus seulement l'alpha suprême et son oméga trouvé. Nous étions le roi et la reine, le fer et la soie, la fureur et la sagesse. Notre règne ne serait pas basé sur la peur qui avait défini mon passé, mais sur un nouveau type de pouvoir. Une loyauté forgée dans la vérité, une force née de la compassion,
et un amour si puissant qu'il pouvait reconstruire un monde. L'Oméga vendue pour du pain était morte ce jour-là, au tribunal. À sa place se tenait une reine. Et notre histoire ne faisait que commencer. Des mois se sont écoulés, et les saisons ont tourné. Le froid mordant de l'hiver qui m'avait vu enchaîné a laissé place à la chaleur d'un été généreux. Debout dans les jardins suspendus de la citadelle, je regarde le soleil se coucher sur un royaume en paix. Je sens encore parfois le fantôme des chaînes à mes poignets, mais ce n'est plus une douleur. C'est un rappel. Un rappel de la femme que j'étais, et de la force qu'il a fallu pour devenir celle que je suis. Lysandre s'approche derrière moi, ses pas silencieux comme ceux d'un loup dans la forêt. Il ne dit rien, il enroule simplement ses bras puissants autour de moi, posant ses mains sur mon ventre, désormais lourd et rond de la promesse de nos jumeaux. Il appuie sa joue contre mes cheveux, et dans ce simple contact, il n'y a ni roi ni reine, seulement un homme et une femme, deux moitiés d'une même âme qui ont enfin trouvé leur foyer. Son amour n'a pas effacé mes cicatrices, il les a transformées en constellations. La carte de notre histoire écrite sur ma peau. Notre règne a changé le visage de ce monde. L'édit d'Eliane n'est plus seulement une loi sur un parchemin, c'est une réalité vécue. Des omégas de tout le continent affluent vers le havre de la fleur de lune. Notre sanctuaire, non plus comme des réfugiés, mais comme des érudits, des guérisseurs et des conseillers. Ils ne baissent plus les yeux, ils les lèvent avec fierté. Nous avons brisé l'ancienne hiérarchie, non par la force, mais en prouvant que la compassion est une arme plus puissante que la peur. Chaque fois que je vois un jeune Oméga parler avec assurance devant un conseil d'alpha, je sais que ma souffrance a eu un sens. Notre amour n'a pas seulement bâti une famille, il a reforgé une nation, la transformant en une meute où la valeur de chacun est mesurée à la force de son cœur, et non à la puissance de son rang. Lysandre et moi gouvernons Côte. À Côte, son pouvoir protégeant notre peuple, ma vision le guidant vers un avenir plus juste. Notre histoire, celle de l'Oméga vendue pour du pain et du roi qui s'est agenouillé pour elle, appartient désormais à notre meute. À vous qui l'avez écoutée. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à la justice que nous avons rendue? Croyez-vous que le destin est une force qui nous guide ou une excuse que nous donnons à nos choix les plus courageux? Si vous voulez entendre d'autres récits où des âmes sœurs destinées trouvent leur chemin à travers les ténèbres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La déesse tisse de nombreuses histoires, et celle-ci n'était que la nôtre. Merci de m'avoir écouté.